Alors. J'ai ma tasse aussi. Ah mais tout le monde a sa tasse. J'espère que vous avez tous votre tasse de thé parce que non. Oh, Giovanna. Non, ah bah oui, quand même, Benoît. Bah oui, non, tout Elle à est fait. presque vide. Ah, oui, ah bah non, ça va pas. Alors, très bien, Florence, Benoît, Cécile, Terre du Yoga et Tumo Spirit. Voilà, Dominique, Claude et Mathé et Giovanna. Voilà, ben nous sommes une toute bonne équipe. Je vous propose, on commence par la prière du refuge. Et puis voilà, c'est un moment qu'on peut vivre diversement chacun, comme toujours, hein, évidemment. Mais vu qu'aujourd'hui, en plus, c'est jour de pleine lune, donc c'est le jour de la récitation des 5 sutras du roi, par exemple. Voilà, c'est un jour auspicieux, de bon augure. On va considérer dans le calendrier lunaire bouddhiste que toutes les actions que l'on fait aujourd'hui sont démultipliées, les actions positives comme les négatives. Donc faites gaffe. Voilà. Non, mais du coup, c'est un jour propice où en général on profite pour voilà, faire réciter des prières de souhait, des sutras, des choses comme ça. O Sangye Chötang Tsoge Chonamla Chongcho Parato Dane Kyapsuchi Dage Jinzo Gepe Sonamki Rola Penchir Sangye Do Paraisho. Voilà, on peut placer aussi le souhait, qui est un souhait important, puissent tous les êtres posséder le bonheur et les causes du bonheur, puissent tous les êtres être libres de la souffrance et des causes de la souffrance. Et quand on pose un souhait comme ça, on peut le poser en le laissant résonner en nous-mêmes, en le plaçant et en laissant son écho, de manière très simple, en récitant cette phrase, en énonçant cette phrase, puissent tous les êtres posséder le bonheur et les causes du bonheur. Puissent tous les êtres être libres de la souffrance et les causes de la souffrance. Voilà, de manière très simple, mais ça nous permet de placer tout de suite cette intention importante. Voilà les amis. Alors, eh bien la parole est à vous. Il n'y a pas de raison que je tienne le crachoir pendant 1 heure. On est là pour échanger sur la vie en somme, c'est-à-dire sur comment on arrive ou on n'arrive pas, ou ce qu'on découvre tout simplement en rapport avec ce que nous voyons d'une manière un peu plus théorique ensemble, à peu près 1 fois par mois. Donc voilà, je vous écoute. Et pendant ce temps-là, je bois le thé, c'est l'idée, hein, c'est ça. Ah, moi aussi. À toi aussi. Ah non mais ça, c'est pas l'idée, ça. Non, mais j'ai pas eu le temps. Non mais bien sûr. Ben moi, je vais prendre la parole. Oui, volontiers. Comme la dernière fois, je suis arrivée un peu en cours de route, j'ai réécouté l'enregistrement. Merci en tout cas qu'il ait eu lieu. Oui. Et puis, j'ai trouvé vraiment très, très intéressant de repartir un peu même comme tu le signalais, c'est-à-dire qu'on a l'habitude d'avoir une certaine pratique, mais de repartir un peu dans les fondements. Et vraiment, j'ai vraiment ce souvenir quand je suis arrivée, que je vous ai rejoint, que tu m'as juste demandé comment c'était. J'ai vraiment senti cette apesanteur du corps, et ça m'a habité après, quand je l'ai revisité aussi. Et ça me donne vraiment un éclairage quand je sens plus cette apesanteur, c'est que je suis partie en fait. C'est vraiment comme un ancrage instantané en fait, hein, vraiment. Voilà, je vais te remercier pour ça parce que ça a remis des mots sur une sensation
auquel je peux me raccrocher probablement, parce que ça a l'air d'être quand même un peu la meilleure direction pour l'instant en tout cas. Non, mais écoute, je suis ravi de ça, parce que c'est à la fois on pourrait dire, d'une simplicité infantine et d'une profondeur insondable, parce que c'est tout le paradoxe d'ailleurs de cette chose-là, c'est-à-dire de cette présence qui se donne à nous-mêmes, parce qu'on le sent d'une manière très évidente. Et ça ne veut pas dire qu'on doit sentir quelque chose de particulier, hein. Ça n'a rien de... Justement, il y a personne de plus doué que pas, ou rien, quoi. C'est juste, on laisse le corps dans cette présence, et dans le seul fait de cette densité du corps qui se pose sur le sol, on sent qu'il y a quelque chose de non discursif. En tout cas, dans un premier temps. Après, très vite, ça repart on repart ailleurs, quoi. On repart, voilà, dans nos constructions mentales, dans tout ce dont on a l'habitude. Mais si vraiment on cultive ce point de départ et ce point de retour, eh bien, on finit par sentir qu'il y a une grande simplicité. Et ça, pour nous, c'est quelque chose d'important, de sentir cette simplicité. Pour pas qu'ensuite la pratique nous fasse dévier vers quelque chose de plus complexe, alors qu'en définitive, elle vise des choses très simples, en fait. On pourrait dire cette limpidité, cette clarté de l'esprit, elle peut être là. Alors, c'est un peu tout le paradoxe, c'est-à-dire qu'elle est naturellement là, naturellement limpide, naturellement présente. C'est sa nature. Et c'est un peu comme si nous étions en train sans cesse de troubler l'eau, d'une certaine façon, pour reprendre cette image, plutôt que de la laisser être dans sa limpidité même. Et le paradoxe, c'est qu'il faut beaucoup d'entraînement pour revenir à cette limpidité. Et donc, le fait de simplement sentir d'une manière très immédiate ce qui se rapproche de cette qualité essentielle, ça c'est très important, parce que ça nous donne un peu une direction. On sait qu'il y a quelque chose de très simple. On sait que dans cette... tu parlais d'apesanteur du corps, c'est-à-dire moi, ce que j'appellerais plutôt le poids, hein, parce qu'on n'est pas vraiment en apesanteur, mais on est plutôt dans... Pesanteur, oui, pesanteur. Ou la pesanteur, oui, tout à fait. Eh ben, il y a quelque chose dans ce poids, dans cette densité, il y a quelque chose qui nous pose au sens propre et non pas au sens que figuré. Il y a quelque chose qui se pose. Et le fait de sentir que quelque chose se pose, ça c'est le point de départ. Et ça aussi c'est le point de retour. Parce que, comme tu le disais, dès lors qu'on est parti dans une élucubration, quelle que soit la nature de cette élucubration, dès lors qu'on oublie d'une certaine manière, dès lors qu'on oublie ce point de départ, donc on est parti. Et c'est intéressant de voir que on pourrait dire la valeur cardinale de la pratique méditative dans les instructions, on parle en tibétain de Tenpa et Sheshin. Et Tenpa, c'est le rappel, c'est se souvenir. Et c'est exactement lié à ça. Et Sheshin, ça veut dire se savoir ou se sachant faisant. On sait ce qu'on est en train de faire, on sait ce qui est en train de se produire. Mais Tenpa, c'est le souvenir. Et c'est intéressant d'utiliser l'idée même du souvenir. Pourquoi on utilise le souvenir? Parce que justement, on se souvient que nous sommes là. Et c'est assez surprenant. Alors on peut traduire ce terme par attention vigilante, par présence attentive, par présence consciente. On essaye de trouver des termes. Mais si on revient à l'origine du terme, c'est très intéressant de voir qu'on utilise un verbe qu'on utiliserait pour dire « je me souviens » ou « j'ai conscience de ». Les deux peuvent être possibles. Et le fait d'avoir conscience de, c'est le fait de revenir. On peut pas revenir sans avoir conscience de. C'est pas possible. Parce que c'est pour ça que cette conscience du corps, je ne peux l'éprouver que si je suis avec. Et si je suis pas avec, c'est-à-dire si je l'oublie, j'oublie sa présence, je peux pas la ressentir. Et c'est intéressant de voir que justement on utilise un verbe qui indique ça. Ça indique ce souvenir et ce rappel nécessaire
de la présence du corps, parce que du coup, ça ne veut pas dire que je pense au corps. C'est un peu comme si lui se rappelle à moi, c'est-à-dire cette présence se rappelle à moi, et je reste alors avec cette présence, simplement. Ben écoute, tant mieux, parce qu'ensuite, ça permet, même dans la vie de tous les jours, dans nos activités, on peut être assis dans sa voiture dans un embouteillage, on peut être dans le bus, dans le tram, on peut être en train de marcher, on peut être assis au café, et puis il peut y avoir, tac, ce moment de présence. Ah oui, je sais plus si une fois on l'a évoqué ensemble, mais on a plus ou moins tous des smartphones, des téléphones intelligents, paraît-il. Ils peuvent nous servir à quelque chose. Il y a, l'autre jour, j'ai pas encore réussi à piquer le nom de l'application. C'est Agathe qui a installé cette application sur son téléphone. Je crois que ça s'appelle Mindful, ou j'en sais rien ce que ça s'appelait. Mais ça te permet de mettre un signal aléatoire dans la journée. Et c'est quand même, alors ça t'as une petite cloche, et puis voilà. Et tu sais, et en fait, c'est extrêmement intéressant. Parce que l'autre jour, on était ensemble, d'un coup, ça sonne. Ah, puis je dis, mais c'est quoi? Ah, elle m'explique. Je dis, ah bon. Eh bien, tac, t'en profites, effectivement, pour revenir à cette présence. Et c'est un exercice très utile. Vraiment. Donc, merci, Florence. Merci à vous. Non. J'essaierai de vous retrouver le nom exact de cette petite application. Ouais, je pense qu'il y en a une foule aujourd'hui. Faut juste trouver la bonne. Moi, ça me fait quand même penser que j'avais fait un stage au prunier chez Thich Nhat Hanh. Et puis, il y avait une cloche qui sonnait toutes les heures. Ah. Et on devait s'arrêter. Oui. Et puis s'arrêter, respirer. Et moi, j'étais tellement dans un autre monde que j'entendais même pas la cloche. D'accord. Au début. Au début, le premier jour. Bon. Mais après, ça montre cette incidence d'un son qui vient nous arrêter, en fait. Alors, je sais pas si ça fait référence à ça, mais ça fait référence à ça pourrait, je pense, comme ça. Tout à fait. Alors, attends, j'ai un petit... on a un problème de connexion parce que Agathe, elle a une activité... Sur les codes tu veux pas rouvrir avec des codes de Carole la Parce que là, t'es ouvert. Moi, il y a marqué que la session est en cours. Oui. Mais t'es ouvert sur le code du CEBT? Oui. Ah ben, je peux pas ouvrir la session. D'accord. Juste une question, Carole. Toi, tu peux ouvrir la session de ton côté? C'est possible? Ouais, ok. Alors, ce qu'on va faire, parce que pour que Agathe, elle puisse... Il y a une quinzaine de personnes qui attendent. Oui, il y a une quinzaine de personnes qui attendent Agathe. Et donc, oui, ce qu'on va faire... sûr. Tu peux, toi, ouvrir? Oui. Avec ton code à toi? Et puis, tu nous... Ouais. On s'arrête là pour... Ouais, on s'arrête là, et puis toi, tu ouvres la session avec ton code, et puis tu nous envoies le lien. Absolument. Hein? Tu nous envoies le lien par WhatsApp, c'est ça? Ça marche. Ok, super. Désolé. Sur le groupe méditation. Ouais, alors, super. Ok, alors désolé, petite interruption et on reprend tout de suite. Ok, eh bien, continuons. Voilà, on n'a même pas perdu beaucoup de minutes. C'est dingue, ça. Voilà, alors on en était à cette présence du corps. D'ailleurs, j'espère que vous en avez profité pour rester dans cette présence du corps pendant ces 5 minutes qui nous ont été données. Pendant que Carole, forcément, elle fourgonnait pour changer d'ordinateur et ouvrir une session et nous envoyer le message sur WhatsApp. Nous, on est restés tranquilles, comme ça, voilà, on en a profité. On prend la balle au bond, c'est un peu l'idée. Voilà. Alors, y a-t-il une autre remarque sur cette qualité naturelle de présence que peut-être vous expérimentez ou pas, ou comment vous... Voilà. Et puis sinon, il y aura des choses à dire là-dessus, mais j'ai envie de vous laisser un peu d'espace aussi. Pour moi, ce que j'aime dans la méditation, c'est justement ça. C'est l'immobilité du corps. Mais il peut avoir lieu aussi dans le lit avant de s'endormir. On sent cette lourdeur. Et... Voilà, c'est ce que j'apprécie. Ouais. Absolument. Est-ce que c'est cette
qu'est-ce que tu peux ressentir dans l'esprit du fait du corps? Comment tu qualifierais l'état dans lequel ça te place? Ça me place dans un silence. Ok. Mhm. Et une présence. Je sais pas comment l'expliquer, mais. Oui, bien sûr. Mhm. Ouais. Est-ce que c'est une présence et un silence habité? Ou est-ce que c'est une présence et un silence qui parle, qui pense? C'est un silence comment? Ça peut être les deux. Ça peut varier. Parfois, c'est un silence où les bruits sont inclus dedans. Et parfois, c'est un silence vraiment silencieux. Ok. Même s'il y a des bruits à l'extérieur. Oui. Ouais. Et il y a quoi comme différence de qualité de présence quand les bruits de l'extérieur sont inclus dans le silence ou quand les bruits de l'extérieur ne sont pas inclus dans le silence? Il y a quoi comme différence? J'ai l'impression que c'est quelque chose de plus profond quand je n'entends plus rien. C'est plus intense. Ouais, tout à fait. Ouais. Et quand tu n'entends plus rien, est-ce que le rapport au temps change, la temporalité? Est-ce que ça change? Oui. Je sais pas, des fois j'ai l'impression que ça dure longtemps. Oui, j'ai aucune idée du temps, oui. Mais ça, souvent dans la méditation, hein. Ouais. Je peux m'installer et j'ai l'impression que ça fait 10 minutes et puis en fait ça fait déjà 45 minutes. Donc, la notion du temps, elle disparaît. Est-ce qu'il te semble que parfois il y a quelque chose de plus lucide et parfois de moins lucide? Est-ce que ça peut te dire quelque chose, cette idée de lucidité ou lucidité, pourquoi pas? Moi, je vois pas ce que... Ok. Alors, pour utiliser un autre terme, est-ce que vivacité, est-ce que quelque chose de vif, quelque chose de comme quelque chose de, comment est-ce qu'on pourrait qualifier ça, comme quand il fait un peu frais et on sent quelque chose de très vif dans le sens où on est vivement là et parfois on est dans quelque chose de plus chaud, de plus doux peut-être, mais de légèrement plus mou, moins vif. Est-ce qu'il peut y avoir ces différences-là? Oui. Moi, j'appelle ça de l'énergie. Parfois, je la sens. Je sens l'énergie fraîche. Enfin, oui, fraîche, je sais pas comment on pourrait dire. Oui, on peut parler de fraîcheur, tout à fait. Ouais. On peut parler de fraîcheur. Et quand il y a cette qualité de fraîcheur et en même temps cette temporalité qui s'efface et ce silence profond, est-ce que à ce moment-là, en même temps, il te semble qu'il peut y avoir des pensées qui s'élèvent ou est-ce qu'au contraire, elles ne s'élèvent pas? Comment ça se passe? Soit je reste vraiment dans cette observation de cette fraîcheur, de ce silence, soit vraiment je suis emportée, quoi. Ok. Je suis plus Yeah. dans l'observation de quoi que ce soit. Tout à fait. Effectivement. Et
est-ce que tu sais quand tu reviens dans cette qualité de silence, ou est-ce que ça se fait tout seul sans s'en rendre compte vraiment? Ouais, ça revient, tout d'un coup, il y a une pensée qui arrive et puis je suis de nouveau embarquée dans mon mental. Ok, Ouais. ok. Et qu'est-ce que tu essayes de faire à ce moment-là? Mais moi, je reviens justement à l'intérieur. Ok, d'accord. Et tu reviens en te forçant à revenir, ou ça Non, revient tout c'est un seul? peu, je recontacte l'énergie en fait. Mhm, mhm, mhm. Tout à fait. Ok, mais merci pour ce partage, c'est très intéressant et très profond, c'est vraiment bien. Et ce qui est intéressant, c'est ces allers-retours, parce qu'on apprend beaucoup dans ces allers-retours-là. Comment, comment on part, comment on revient. C'est pour ça que prendre le temps de contacter ce point de départ, bon, j'appelle ça point de départ, hein, évidemment, c'est juste un terme. Mais parce que dès lors qu'on le contacte, comme tu viens de le décrire ici, Giovanna, alors voilà, on essaie de mettre des mots, c'est toujours bien difficile, mais en même temps, on peut après mutuellement imaginer qu'on parle éventuellement de la même chose, et on peut éventuellement penser qu'on parle justement de ce lieu très simple, de ce lieu très présent, qui se donne à nous-mêmes, hein. C'est pas nous qui le fabriquons, ce lieu-là, on pourrait dire. Bon, c'est pas vraiment un lieu, mais c'est une manière de parler, encore une fois. Mais il n'y a pas l'idée d'une fabrication, il y a l'idée de rester avec. C'est un peu comme si cette qualité de présence était là, en fait. Et ensuite, à partir de là, on pourrait dire qu'on cultive le fait même d'être dans ça. C'est-à-dire que l'entraînement consiste à revenir sans cesse, on pourrait dire. Et c'est pas vraiment même un effort, c'est juste revenir sans cesse. Mais en fait, c'est quelque chose de très naturel, dans le sens où même, alors, pour autant qu'on soit un peu lucide, c'est pour ça qu'avant je parlais de lucidité, mais c'est vrai que c'est plutôt quelque chose de l'ordre de la vivacité dans l'expérience. Mais la lucidité dans la vie de tous les jours, elle est intéressante. Pourquoi? Parce que imaginons qu'on soit, on le voit dans des situations complètement standards, telles une discussion qui chauffe un peu avec quelqu'un, admettons. Dans un moment comme ça, même s'il n'y a pas conflit, hein, mais très vite, on sent la force en nous qui nous emporte. C'est-à-dire qui nous emporte dans l'argument d'après, par exemple. Le fait de, voilà, ça il faut encore le dire. Et en fait, si on a suffisamment de lucidité, ce point de retour dont je parle, il existe aussi au cœur d'une situation comme celle-là. C'est-à-dire, il existe dans cet espace qui se crée dès lors que consciemment, et c'est pour ça que j'évoque la lucidité, dès lors que consciemment, on ne rentre pas dans l'argument d'après, mais volontairement. Parce que on peut accepter, alors dans le cours de la discussion, on pourrait dire, accepter de perdre. C'est-à-dire on n'a pas besoin de gagner l'argument d'après. Et c'est pas l'idée de pas dire ou devoir dire ce qu'on doit dire, parce que ça peut être peut-être important pour nous de le dire, mais parfois, au moment où justement on est emporté et où on pourrait manquer de lucidité, c'est très intéressant de mettre une qualité de lucidité à cet endroit-là, pour revenir dans cet espace. Juste l'espace dans le sens, alors peut-être pas aussi profond qui vient d'être décrit par Giovanna, mais l'espace dans le sens d'une forme de temporalité. Une temporalité sans pensée, une temporalité sans mots, le temps d'une respiration. Ça peut parfois être le temps d'une respiration. Juste, voilà. On laisse le temps s'écouler. C'est très rapide une respiration, et en même temps,
la plupart du temps, ce temps-là, il n'est pas forcément offert non plus. C'est-à-dire qu'on est tellement pris qu'on ne sait même plus qu'on respire. C'est pour ça que ce retour au support, que ce soit le support du corps ou le support de la respiration, ou n'importe quel support. Avant, Florence, tu parlais de Thich Nhat Hanh avec la cloche, c'est exactement le principe. Et le principe, il est excellent. Et c'est pour ça qu'on peut l'utiliser sur son iPhone, vraiment. C'est-à-dire que le principe, il est tout bête. Il suffit d'un coup de cloche pour que tout à coup, le coup de cloche ne nous demande pas de faire quelque chose, ça nous demande juste d'être présent un très court instant à ce que nous sommes en train de faire. Et donc, ça crée un espace. Le fait de créer un espace, c'est excellent. Parce que justement, c'est dans l'absence d'espace qu'on s'engouffre. Dans une discussion, par exemple, animée, où il s'agit de gagner, parce qu'en fait, on est comme on est, c'est-à-dire on veut quand même être victorieux. Donc, c'est toujours comme ça. Même s'il s'agit de parler de la dose de sel qu'on doit mettre dans l'eau pour les pâtes. Ça peut être des choses très, très ordinaires. Dans une situation comme ça, créer l'espace, ça veut dire créer une rupture dans l'ordre habituel des choses. Pas naturel des choses, mais habituel des choses. C'est-à-dire, ce qui est habituel, c'est de vouloir gagner, par exemple. C'est donc de poursuivre absolument le fil des pensées. Mais poursuivre le fil des pensées, c'est pas forcément quelque chose qui nous garantit que nous pouvons poursuivre le fil de la présence. Et là, ce dont il est question, c'est que s'il s'agit de suivre un fil, c'est le fil de la présence. C'est pas le fil d'une pensée, c'est pas le fil d'une réflexion. C'est le fil d'une présence qui est tout le temps là. Alors, je dis suivre le fil de la présence parce qu'en fait, elle est tout le temps là. C'est-à-dire que, et c'est presque un étonnement, c'est-à-dire elle est tout le temps là. À partir du moment où nous sommes vivants, eh bien, cette conscience est là. Et elle est là dans juste son expérience. Pas l'expérience de quelque chose, l'expérience d'elle-même. Et c'est pour ça qu'on médite, finalement. Méditer, ça veut dire quoi? Ça veut dire revenir à l'expérience de la conscience d'elle-même. Et non pas chercher à être conscient de quelque chose. Dès lors qu'on est dans une discussion, comme je viens de l'évoquer avant, une discussion toute simple, on est pris par un objet. Et en fait, on est très souvent pris par un objet. Et quand on est pris par un objet, par exemple, Giovanna, avant tu disais, et c'est clair, il y a une pensée qui surgit, hop, on est parti. Ça, c'est l'objet. L'objet pour la conscience, il est toujours lié à une des consciences sensorielles ou la conscience mentale. Tout le temps. Et c'est pas un défaut de la conscience, c'est naturel. C'est-à-dire que la conscience, les consciences ordinaires, on pourrait dire les aspects de la conscience ordinaire, eux, ils sont forcément attirés vers l'objet. Parce que les consciences sont conçues comme ça. C'est-à-dire qu'une conscience auditive, elle est conçue pour entendre un son. Elle n'est pas conçue pour penser. Donc elles font leur travail, elles ne sont pas défectueuses. C'est normal qu'elles fonctionnent comme ça. Simplement, nous, ce que nous essayons dans le dispositif méditatif, dispositif dans le sens où on crée les conditions. Attendez, je vais fermer la fenêtre, je suis en train de me geler. Dans le dispositif méditatif, ce que l'on fait, c'est qu'on crée les conditions qui nous permettent de revenir à cette qualité de présence. C'est la seule chose qu'on fait. On fait pas quelque chose d'autre. Donc, du coup, on se donne la possibilité de suivre le fil de cette présence, qui est là, naturellement. On revient vers elle. C'est pas qu'on va quelque part, on revient vers elle. Elle est tout le temps là. Et on oublie sa présence dès lors qu'on est pris par les objets. Donc le retrait, c'est pour ça qu'on parle du retrait, que ce soit le retrait dans la tradition bouddhiste ou dans les traditions chrétiennes ou dans beaucoup de traditions. Le retrait est important, parce que c'est le retrait physique parfois, alors c'est le retrait du moine ou de la nonne, donc ça nous concerne beaucoup moins, mais parce qu'on n'a pas fait ce choix de vie,
Mais le retrait nous concerne quand même, c'est-à-dire que si on veut pouvoir explorer cet espace, où naturellement la conscience est présente, d'une manière non discursive, et espace dans lequel la conscience elle-même peut se connaître, ou peut finir par se connaître, parce qu'elle n'a jamais fini complètement de se connaître, mais lui donner les moyens de se connaître, eh bien le retrait est important. Et le retrait, eh bien, c'est couper le fil du scénario, en fait. Le fil du scénario, c'est le fil des pensées, c'est le fil du discours, et c'est le fil de l'attraction aux objets, et c'est le retour. C'est le retour à cet espace simple, à cet espace présent. Alors, c'est sûr qu'après, des fois on peut se dire, mais pourquoi avoir besoin de retourner à cet espace-là? Là, c'est une question qu'on peut se poser, bien sûr. Parce que, disons, à cette question-là, toute une partie des activités que l'on mène, ou même du système social, ou même de la civilisation dans laquelle on vit, a déjà répondu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intérêt à revenir à cet espace. C'est-à-dire on ne va pas nous encourager à revenir à cet espace. Parce que on est des bien moins bons consommateurs, par exemple, si nous revenons à cet espace. On a intérêt de ne pas trop revenir, on pourrait dire. Et on est des bien moins bons suiveurs si on revient à cet espace. Alors qu'au contraire, on a besoin que l'on suive. Voilà, je veux dire, il y a plein de raisons qui font que ça peut être considéré comme parfaitement inutile. C'est pour ça qu'il y a quelque chose en général qui est en opposition entre les voix de ce silence-là et les voix du monde. Parce que, et d'ailleurs on peut le voir même dans des discussions simples, où quelqu'un qui, voilà, parce que peut-être les aléas de la vie, n'importe, voilà, ne le porte pas à être intéressé par ça, il aura de la peine à comprendre, cette personne aura de la peine à comprendre pourquoi on aurait intérêt à vouloir revenir à cet espace, effectivement. Parce que justement, il y a quelque chose d'inutile. Mais qu'est-ce qui fait que ça devient apparemment inutile? C'est parce qu'il n'y a pas d'objet. Parce que la conscience, c'est un peu comme si elle trouvait son propre sens dans les objets. Elle a de la peine à trouver son propre sens dans le silence. Parce que dès lors qu'elle n'a pas d'objet, à quoi sert-elle? Et on pourrait dire que dès lors qu'elle n'a pas d'objet, et c'est pour ça qu'on crée un dispositif méditatif, parce que dès lors qu'elle n'a pas d'objet, elle n'a presque pas d'autre choix que de se connaître elle-même. Vu qu'elle est appelée à connaître, c'est-à-dire la conscience, elle a une valeur connaissante, fondamentalement. Elle est faite pour connaître. Alors, soit elle connaît des objets, soit elle se connaît elle-même. Mais c'est un peu comme si le dispositif fait que, temporairement, on l'invite à ne pas connaître les objets pour qu'elle puisse se connaître elle-même. Et donc, ce point de départ du retour à la conscience elle-même, ce point de départ, c'est le début du début de la connaissance, c'est-à-dire le début de la connaissance de la conscience. Et c'est en restant longtemps, et c'est pour ça que c'est intéressant, c'est en restant longtemps dans cet état de retour vers la conscience que petit à petit, la conscience, elle peut commencer à découvrir ses propres qualités, à découvrir d'autres choses, tout simplement à découvrir, on pourrait dire, un monde parallèle ou au-delà ou en deçà ou en dedans, j'en sais rien où c'est, mais qui n'est pas le monde des objets. Parce qu'encore une fois, la conscience, elle est appelée à connaître. Sa nature, c'est de connaître tout le temps. Mais si elle n'est entraînée qu'à connaître les objets des consciences sensorielles ou les objets de la conscience mentale, elle ne connaît rien d'autre. Et c'est pas grave dans l'écrasante majorité des cas, vu que la plupart des individus ne voient pas une grande utilité à se connaître elles-mêmes. Mais il y a pourtant des grandes utilités à se connaître soi-même. C'est certainement d'ailleurs pourquoi
le connais-toi toi-même est une des phrases utilisées le plus dans toutes les philosophies et largement pas réservée à la tradition bouddhiste. On retrouvera ça dans toutes les traditions. Se connaître soi-même. Parce qu'on pourrait dire que c'est comme une espèce de bifurcation. Soit on connaît les objets du monde, soit on se connaît soi-même. Alors, est-ce que c'est une bifurcation aussi radicale? Certainement pas. C'est-à-dire que, pourquoi certainement pas? Parce que connaître les objets du monde, ça c'est une habitude standard de la conscience. Donc on n'a pas besoin de beaucoup l'entraîner. C'est-à-dire on n'a pas besoin d'entraîner la conscience, par exemple, auditive, à percevoir un son, et à l'aide de la conscience mentale, à juger ce son. Donc on est avec cette aptitude. Par contre, on doit entraîner, on doit, si on a envie, mais on se doit d'entraîner cette capacité que la conscience a de se connaître elle-même, parce que cette aptitude-là, on l'a pas. Quoi, cette aptitude? Oui, on a l'aptitude de le faire, c'est-à-dire on peut le faire, mais on n'a pas l'habitude de le faire. C'est tout simple. Et donc, si on n'a pas l'habitude de le faire, ça signifie qu'on n'a pas l'habitude de se connaître nous-mêmes. Et c'est assez intéressant de voir que cette opposition existe, à travers les siècles d'ailleurs, entre connaître le monde et se connaître soi-même. Alors après, on peut connaître le monde en se connaissant soi-même, mais l'idée, c'est que plus on se connaît soi-même, mieux on connaît le monde. Parce que sinon, on ne sait même pas comment on connaît le monde. C'est-à-dire on connaît le monde, mais on ne sait pas comment on connaît le monde. Alors que si on se connaît soi-même, ça veut dire que cette connaissance de la conscience peut s'appliquer à la façon dont on connaît le monde. L'autre jour, pour illustrer ça, je vous livre une petite anecdote. L'autre jour, j'écoutais un podcast sur Spinoza, sur France Culture. J'écoute au début, voilà, on va dire les 15 premières minutes, très intéressant, mais standard. Et tout à coup, j'écoute, puis je me dis, mais c'est hallucinant. J'avais l'impression d'entendre un enseignement bouddhiste. C'était complètement dingue. Et pourquoi ça me fascinait? Parce qu'il parlait, dans cette émission, de ce que a développé, semble-t-il, Spinoza. Pour le coup, je vais aller fouiller, parce que ça m'intéresse, de tout ce qu'il a découvert sur, justement, le rapport à la connaissance. Et ce rapport à la connaissance, c'est le rapport fondamentalement intéressant pour le bouddhisme, c'est-à-dire comment nous connaissons les objets, avec des images que Spinoza utilise, qui sont quasi les mêmes que celles qu'on peut utiliser dans les textes anciens du bouddhisme ou les textes nouveaux du bouddhisme, tels que l'image de voir, alors là il parlait du soleil, mais nous on parlerait de la lune dans l'eau, tel que voir la lune dans l'eau. Voir la lune dans l'eau, alors moi je réutilise la lune plutôt que le soleil pour rester dans le cadre qu'est le mien, et j'ai plus l'habitude de cette image, mais le soleil ça marche. Ce qu'il disait, c'est que l'erreur du point de vue de Spinoza, c'est pas pour vous faire un cours sur Spinoza, je n'aurais pas les capacités, mais c'est juste reprendre cet élément. L'erreur, semble-t-il, selon lui, c'est au départ de croire qu'il y a une lune dans l'eau ou un soleil dans l'eau. Alors, l'erreur, c'est-à-dire, c'est l'erreur tant qu'on ne sait pas que, en fait, ce n'est qu'un reflet de la lune dans l'eau. Et dès lors qu'on sait que ce n'est qu'un reflet de la lune dans l'eau, ça ne nous empêche pas de savoir qu'il y a apparemment une lune dans l'eau, mais ça veut dire qu'on développe un rapport conscient sur ce que l'on sait. Tant qu'on ne développe pas de rapport conscient sur ce que l'on sait, pour nous, il y a juste une lune dans l'eau. C'est-à-dire on ne s'intéresse pas à la manière dont on connaît. Pour s'intéresser, alors je ne sais pas si j'arrive à être clair sur ce que j'essaie de vous dire, mais parce que dès lors que la conscience se connaît elle-même, c'est-à-dire ce retour sur la conscience, c'est ce qui lui permet de savoir comment elle connaît. Ok ? Si je ne sais pas comment je connais les choses, alors je crois tout simplement qu'il y a une lune dans l'eau.
C'est-à-dire, je ne me rends pas compte de comment j'appréhende le réel. Juste, je l'appréhende. C'est-à-dire, je suis juste à... C'est un peu comme si j'avais une lecture du monde au premier degré. C'est-à-dire, je crois qu'il y a une lune, je vois une lune dans l'eau, donc il y a une lune dans l'eau. Je ne me pose pas la question. C'est-à-dire, j'interroge pas le reflet. Pour interroger le reflet, il faut que la conscience s'interroge sur elle-même. Sinon, elle ne peut pas interroger ces objets. Elle perçoit l'objet et c'est terminé. Et c'est pour ça que l'exercice méditatif, pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que l'exercice méditatif entraîne la conscience à se connaître elle-même. Et quand elle se connaît elle-même, quand elle s'entraîne à se connaître elle-même, elle comprend beaucoup mieux la manière dont elle connaît les choses. Alors, pourquoi c'est important? Parce que dans le cas où on essaye, comme dans une voie bouddhiste, et c'est encore une fois pas réservé à une voie bouddhiste, quand on essaye de développer par exemple de l'amour et de la compassion, pour développer de l'amour et de la compassion à l'égard forcément d'autrui comme de nous-mêmes, dans ce cas-là, il faut pouvoir interroger la manière dont on se relie aux autres. C'est-à-dire la manière dont on connaît les autres. Dont on connaît notre objet, on est bien d'accord. Si je suis juste persuadé qu'une personne perçue comme ennemie, elle l'est au même titre que la lune que je vois dans l'eau, où je crois qu'elle est présente dans l'eau, ça veut dire que cet objet perçu, c'est-à-dire en l'occurrence l'ennemi, ne peut pas être autre chose qu'un ennemi. Je ne peux pas questionner ma manière de le percevoir. Et si je ne peux pas questionner ma manière de percevoir, je me condamne moi-même, soit à aimer, soit à détester. C'est-à-dire à entraîner dans la conscience une attitude d'attraction ou de répulsion. Et à l'égard des objets, je finis par me rendre compte que l'habitude habituelle, si je puis dire, c'est-à-dire l'habitude standard, c'est attraction-répulsion. Parce que la conscience fonctionne comme ça à l'égard des objets, attraction-répulsion. Et pour sortir de l'attraction-répulsion, j'ai besoin de sortir de cette attitude conditionnée pour développer d'autres liens, pour développer d'autres rapports aux choses. Sinon, je ne peux pas développer d'autres rapports aux choses. Et il n'y a pas donc de liberté. C'est-à-dire, si je ne peux pas m'affranchir moi-même de ce que m'impose l'idée que l'autre est un ennemi, je ne peux pas trouver un espace de liberté où je pense cette situation d'une manière différente. C'est pas possible. Donc il y a une réduction de la liberté. Donc la conscience qui apprend à se connaître elle-même, c'est une conscience qui peut œuvrer à sa liberté. Une conscience qui est prise par les objets et qui ne questionne pas ce mode de connaissance, c'est une conscience privée de la liberté d'agir parce qu'elle ne sait même pas comment elle agit. Pour pouvoir être libre d'agir, il faut se savoir agissant et savoir comment nous agissons. Sinon, c'est pas possible. Sinon, il n'y a pas de liberté. Et il n'y a qu'à voir dans nos vies l'impact des moments émotionnels forts. Dans des moments émotionnels forts, c'est très compliqué pour nous de pouvoir agir autrement que de la manière dont nous sommes conduits à le faire en étant sous le pouvoir de ces émotions. C'est très difficile. Parce qu'il y a de la difficulté pour nous à ce moment-là de pouvoir connaître, c'est-à-dire savoir comment nous connaissons. Si je suis très en colère contre quelqu'un, par exemple, je suis régulièrement en colère contre Trump, par exemple, il suffit que je reçoive une nouvelle pour que c'est très ordinaire, quoi, voilà, ok. Mais le problème, c'est qu'à ce moment-là, alors, ça me distrait, parce que du coup, je me dis, tiens, quelles sont les dernières gesticulations du bouffon, par exemple, je peux me dire ça, hein, mais ça ne m'amène pas, à ce moment-là, à comprendre comment ma conscience comprend cette situation. C'est-à-dire à quoi ça lui sert de voir les choses comme ça.
C'est-à-dire, je suis juste distrait par ce qu'elle perçoit. Je suis distrait par son objet. J'ai plus la distance qui me permet de me dire, mais en fait, parce que ça n'a rien à voir avec l'objet. La manière dont je connais l'objet n'a rien à voir avec l'objet. La manière dont je connais l'objet a à voir avec ma conscience à moi. Donc, me dire que Trump est un bouffon gesticulant, ce qui est peut-être vrai par ailleurs, hein, mais on s'en fout de ça, en fait. Mais le fait de le dire ne m'amène pas à voir comment moi je connais l'objet. Ça m'amène juste à croire qu'il est ça. Mais par exemple, je ne peux pas à ce moment-là repérer en moi ce qui est en train de se passer en termes d'émotion. Parce que je ne suis pas présent à ça, je suis présent que dans l'objet. C'est pour ça que ce retour de la conscience vers elle-même, d'une part, lui permet de se connaître elle-même, mais se connaître elle-même, ça veut dire qu'elle est beaucoup plus attentive aux charges émotionnelles qui sont en elle, au discours intérieur, à toute cette réalité profonde de l'esprit qui fait que je perçois les objets tels que je les perçois. C'est-à-dire, pour reprendre l'image de la lune dans l'eau, quand je vois la lune dans l'eau et que je ne questionne pas ça, c'est accompagné de quelque chose qui n'est pas questionné. C'est accompagné d'un ensemble de croyances qui ne sont pas questionnées. Et si je veux pouvoir les questionner, c'est-à-dire questionner mon rapport au réel, c'est-à-dire questionner les croyances avec lesquelles j'existe dans la réalité, eh bien, pour questionner les croyances, il faut que j'en ai les moyens. Et pour avoir les moyens. Et ces moyens soit viennent de la réflexion, de réflexion critique, ce qui est un des moyens, mais le moyen très profond, c'est la conscience elle-même. Pourquoi ? Parce que la conscience elle-même, elle peut interroger même les instruments critiques qui permettent de réfléchir à la réalité. J'espère que je n'ai pas été trop théorique, mais c'est simplement pour illustrer ce dont on parlait avant, en fait. C'est-à-dire que c'est un peu une manière d'éclairer cette question. Pourquoi est-ce qu'on revient vers ce lieu de lucidité, ou ce lieu de conscience, ou ce point de départ ? Pourquoi est-ce qu'on cultive ça ? C'est-à-dire, pourquoi est-ce que Giovanna, elle passe 45 minutes à méditer ? Parce que d'un certain point de vue, on pourrait dire, ça sert à quoi ? Ça sert à rien. Alors qu'au contraire, évidemment, ça sert à quelque chose. Et c'était juste une manière d'illustrer ce à quoi ça peut servir. C'est-à-dire à connaître autre chose que simplement l'objet. C'est-à-dire se connaître soi-même comme connaissance. Soi-même comme conscience. Et du coup, savoir comment je connais les choses. C'est-à-dire savoir comment je connais les objets. Et ça, c'est important. Parce qu'il y a de la liberté, du coup. Dominique, tu as levé la main. Oui, c'était pour poser une question. Est-ce que ça a à voir avec un enseignement que j'avais écouté, que tu avais traduit d'ailleurs, sur, bon, c'était pas la lune dans l'eau, c'était le canard dans l'eau, mais ça revient au même. Est-ce que c'est s'interroger, en fait, la lune se reflète dans l'eau, et ça permet de voir une caractéristique de l'eau qui est la caractéristique de la réflexion. La lune sur une pierre, la pierre, elle va pas réfléchir la lune. Donc, est-ce que ce dont on vient de parler là, ça a à voir avec le fait de déplacer en fait je sais pas comment dire, c'est pas l'objet de la réflexion ni l'objet du questionnement, mais c'est de se déplacer, de se dire, au lieu de dire il y a une lune qui se reflète dans l'eau, il y a une caractéristique de l'eau qui est de réfléchir la lune. Je sais pas si je me fais comprendre quand je pose ça. Oui, parce que dans l'image, l'eau, elle représente la conscience. C'est-à-dire que le reflet, quand on utilise l'idée du reflet, alors le canard sur l'eau ou n'importe, c'est une manière de dire que le reflet,
c'est ce qui apparaît à la conscience, c'est-à-dire c'est un reflet. C'est pas l'objet lui-même, c'est un reflet. Et pour ça, forcément, il faut que la conscience, elle se connaisse elle-même pour se rendre compte que l'objet qui apparaît, c'est un reflet. Parce que sinon, elle croit que c'est un objet. Alors là, j'espère que je suis pas en train de vous perdre, mais en fait, c'est très simple. Dans notre vie de tous les jours, c'est très simple. C'est pour ça que j'utilisais l'image de Trump. C'est pas pour parler de Trump. C'est juste pour parler de quelque chose. Mais on pourrait parler, j'en sais rien, de quelque chose qu'on admire. C'est le même principe. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on colle à l'objet. C'est-à-dire, on n'est plus du tout en train de croire que c'est un reflet. Rien nous amène à comprendre que c'est un reflet. On est juste fasciné par l'objet. Attraction, répulsion, encore une fois, oublions jamais. Ça, c'est les forces qui nous font agir. Attraction et répulsion. Tout le temps, tout le temps. C'est pas pour dire que c'est mal, c'est pour dire qu'il est question d'être libre. On est comme ça. On est truffé, pétri d'attraction-répulsion. Et c'est OK. Mais la question, c'est comment est-ce qu'on trouve de la liberté dans ça? Eh bien, on commence à trouver de la liberté dans ça dès lors qu'on se rend compte que les objets qui, pour nous, exercent ce pouvoir d'attraction et de répulsion, ce sont des reflets dans la conscience. Et des reflets dans la... Alors, ça semble complètement bizarre de dire ça, peut-être, je ne sais pas. Mais par contre, une fois que la conscience, elle a appris à mieux se connaître elle-même, eh bien, elle comprend beaucoup mieux aussi ce qu'on entend par reflet. Au début, on ne voit même pas ce dont on parle. Et il y a eu un moment intéressant dans l'échange avec Giovanna, où tout à coup, le son est inclus dedans, ou alors il reste extérieur. En fait. C'est une manière de s'approcher de ça. C'est-à-dire où tout à coup, le son qui reste à l'extérieur, il y a une possibilité d'être pris par lui, forcément. Alors que le son qui est inclus à l'intérieur, c'est une manière de se rendre compte qu'il est le jeu de la conscience. Donc ça, c'est un point de départ très intéressant. Donc ça voudrait dire qu'il faut, quand on regarde la Lune dans l'eau, faut pas s'intéresser au fait de mais pourquoi la Lune se reflète dans l'eau, pourquoi la Lune, il faut s'intéresser à pourquoi l'eau reflète la Lune. Oui, exactement. Oui, exactement. Parce que c'est exactement. Tout à fait. Parce que dans ce cas-là, ça veut dire qu'on commence à s'intéresser à pourquoi la conscience a le pouvoir de refléter des objets. Mais c'est très juste. C'est pour ça qu'on peut parler, alors ça semble technique quand on dit phénoménologie, mais c'est pour ça qu'on est en droit de parler du bouddhisme comme une phénoménologie, c'est-à-dire une étude de l'esprit. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire savoir comment on connaît. C'est aussi simple que ça. Comment nous connaissons le monde. Et le fait de méditer, c'est se donner un espace en lequel on peut apprendre à voir comment nous connaissons les choses. Et donc, du coup, on gagne forcément en liberté. Parce que quand on ne sait pas comment on connaît les choses, on n'est que pris par ces deux forces antagonistes, attraction-répulsion, qui sont deux faces d'une même pièce. C'est pas grave en soi, si ce n'est que c'est exactement ce qui permet de lancer des bombes sur les autres. Donc, c'est pas grave et en même temps, c'est assez grave. C'est-à-dire que l'attraction-répulsion comme tendance, parce qu'on parlerait de tendance en termes bouddhistes, comme tendance dans l'esprit, il y a quand même des conséquences un peu gravissimes. C'est-à-dire que ça peut nous faire aller très très loin, l'attraction et la répulsion. Et très très loin dans la perte de liberté. Parce que la perte de liberté, oublions jamais, la liberté, c'est aussi la liberté que je peux octroyer à l'autre. Si je me l'octroie pas à moi-même, c'est très... Si par exemple, c'est simple, si j'octroie la liberté à l'autre de penser différemment, il y a quelque chose d'apaisé. Alors, ça règle pas tout, mais il y a quand même quelque chose de plus apaisé. Donc, voilà.
je m'autorise à changer d'opinion, donc je peux autoriser l'autre à changer d'opinion. C'est des exemples très simples, mais pour dire que dès lors qu'on parle de liberté, les enjeux sont importants. Donc, savoir comment je connais les choses et pouvoir m'extraire de cette espèce de dictat de l'attraction-répulsion, c'est une façon de dire qu'il y a de bonnes raisons de vouloir méditer. Je suis pas en train de dire il faut que vous méditiez, hein, c'est pas ça. C'est juste expliciter pourquoi c'est intéressant et ce qu'on peut découvrir. Pourquoi on revient à ce lieu? Pourquoi on revient à ce lieu, cette qualité de présence? On revient pas juste à ce lieu pour rester silencieux. C'est plus profond que ça. Voilà. Les amis, c'est 8 heures passées. Et j'ai tenu le crachoir, encore une fois. Non, mais j'ai quand même essayé de vous faire participer. Vous avez participé, merci beaucoup. Mais peut-être qu'une fois, je me ferme la bouche avec une pince à linge. Comme ça... Non, mais ça nous garde motivés pour continuer à méditer, Jean-Marc. Oui, c'est vrai que c'est pas non plus complètement... On n'a pas non plus égrené la rubrique mondaine. C'est vrai qu'on a quand même passé notre temps à des réflexions, j'espère, intéressantes. Voilà. Ok, passionnante. Merci infiniment Merci encore pour ça. On se retrouve la semaine prochaine pour mettre en action tout ce que Jean-Marc nous a proposé aujourd'hui. Super. Voilà. Je me réjouis. On peut terminer avec une petite dédicace rapide. Je la formule bien sûr avec les mots habituels que j'utilise en tibétain, mais le fond, le sens est simple. Le sens, c'est vraiment « puissent tous les êtres accéder à la liberté ». Parce que dans le fond, c'est ça. Sonam di tamje zimbani tomne niebe dhanam pamjene kegana jimbalab tubai sibe tsolendo wandolwaraisho. En fait, on parle des vagues de naissance, de vieillesse, de maladie et de mort, et l'on souhaite que les êtres soient libres de l'océan du devenir dans lequel ils sont ballottés par ces vagues. Et donc c'est exactement le sens de trouver de la liberté au cœur de ces habitudes d'attraction et de répulsion, qui nous poussent et qui nous forcent d'une certaine manière, qui nous conduisent à être ballottés par toutes les vagues qui nous ballottent. Voilà. Donc, belle journée à tout le monde. Merci. Bonne journée. Merci à vous. Belle journée. Belle journée.